Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo. Et donc pour cette première vidéo de l'année 2025, je voulais vous faire un récapitulatif de mon année 2024 et de certaines affaires dont j'ai eu à connaître en tant qu'avocat en 2024, qui m'ont marqué et qui ont marqué la vie lyonnaise et qui ont même un lien avec l'actualité. Je vous en parlerai en fin de vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Première affaire, elle se passe en février 2024. Je défends un jeune homme qui, avec deux de ses amis, a été agressé au terreau en sortant de boîte de nuit par des militants identitaires. Ils se sont croisés dans la boîte de nuit, il y a eu des échanges et des insultes racistes qui ont été proférées par les identitaires. Puis ces derniers ont été évacués de la boîte de nuit, mais ils sont restés dans le quartier. Et quand mon client et ses amis sont sortis, comme s'ils les attendaient, ils ont retrouvé ces militants identitaires. Il y a eu une agression de leur part, il y a des coups échangés, et surtout, le plus grave, c'est que un des deux militants identitaires qui vont être condamnés a sorti un couteau et a lacéré le visage des trois jeunes hommes, dont mon client. Alors les trois ont été gravement blessés. Ça aurait pu être encore pire, parce qu'on sait que quand un couteau est sorti, ça peut facilement entraîner des blessures mortelles. Heureusement, ce n'était pas le cas en l'occurrence. Ils ont tous les trois été défigurés. À l'audience, bien sûr, je demande et j'insiste pour que le caractère raciste des violences soit retenu. Ça a été retenu en première instance à l'encontre des deux militants identitaires, mais pour l'un des deux qui va faire appel, cette circonstance va être enlevée dans un procès où, en tant que victime, je n'étais pas partie. Les deux agresseurs vont être condamnés à des peines fermes, importantes, 6 mois de prison ferme, plus 10 avec sursis pour l'un, celui qui n'a pas donné de coup de couteau, et 36 mois, dont 24 fermes, pour celui qui a donné les coups de couteau, donc qui a été le plus responsable dans cette agression. Alors ces deux individus, ils faisaient partie d'un groupe de militants identitaires, comme je l'ai déjà évoqué. Les identitaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des militants d'extrême droite qui gravitent autour d'une association à Lyon qui s'appelait Les Remparts, qui elle-même est héritière d'une association qui s'appelait Génération Identitaire et qui a été dissoute il y a quelques années de cela parce qu'elle appelait à la haine et parce qu'elle appelait à des actions violentes, à la discrimination, au racisme. Après la dissolution de Génération Identitaire, ils sont maintenus sous d'autres noms, avec d'autres associations satellites, dans des locaux qui étaient dans le Vieux-Lyon, sous le nom des Remparts. Dans ces locaux, il y avait un bar, une salle de conférence, une salle de boxe dans laquelle ils s'entraînaient. Et la personne qui a été condamnée pour l'agression, notamment sur mon client, s'entraîner directement dans cette salle de boxe, a été porte-parole de cette association des Remparts. Donc il y avait un lien direct avec l'agression. Les identitaires, ce sont des militants qui passent leur temps à appeler à la haine, appeler à la division, à essayer d'instrumentaliser chaque fait divers pour essayer de créer des guerres raciales, pour en faire des conflits ethniques. Et ils sont dans cet état d'esprit-là d'opposer les Français entre eux, d'opposer les Français aux étrangers, et notamment leur obsession, c'est l'islam, bien entendu. Ça fait un moment qu'à Lyon, ils commettent des agressions. On a une longue liste d'agressions de la part de militants identitaires, des agressions qui, pour certaines, ont été condamnées. Jusqu'à l'année dernière, leurs associations pouvaient exercer en toute tranquillité, malgré la dissolution de Génération Identitaire. Après le procès pour l'agression de février, j'ai demandé à la préfecture, avec d'autres associations qui étaient déjà sur cette demande, à ce que les remparts soient dissous et toutes les associations qui sont associées, à ce que les locaux soient fermés, parce que ces militants se servent de ces locaux, se servent de cette salle, pour commettre des délits, des agressions, des rassemblements et des provocations à caractère raciste. Finalement, la dissolution a enfin été prononcée en juin 2024 et les locaux ont été fermés.
c'était une bonne nouvelle, mais on pouvait se demander si une telle démarche n'aurait pas pu être mise en œuvre beaucoup plus tôt, parce qu'il y avait eu déjà nombreuses agressions qui auraient peut-être pu être évitées s'il y avait eu une répression plus sévère dès le début envers ces militants identitaires. Mais alors, est-ce que ça suffit de dissoudre ces associations ? Je vous ai déjà dit qu'il y avait eu une première dissolution de Génération Identitaire, que cette dissolution n'avait pas entraîné la fin de ce militantisme identitaire à Lyon, qu'ils avaient simplement recréé une association. Et donc c'est bien ça le problème, c'est qu'ils peuvent simplement recréer des associations, retrouver éventuellement des locaux et continuer leur militantisme, continuer d'appeler à la haine, continuer de se retrouver, de s'entraîner pour commettre des agressions. C'est pourquoi, au nom de mon client, j'ai déposé une plainte pour reconstitution de groupes de combat armés, parce que c'est un délit de, malgré une dissolution, reconstruire une association qui a été dissoute. Un délit d'autant plus grave qu'il s'agit d'une association considérée comme un groupe de combat armé par le ministère de l'Intérieur. Et cette fois-là, si la plainte est poursuivie, si le parquet poursuit, alors il peut aller chercher la responsabilité pénale individuelle de chacun des individus en cause, et non plus simplement dissoudre une association sans conséquence dans la vie réelle de ceux qui ont animé cette association. Voilà pour la première affaire dont je voulais vous parler, une affaire d'agression grave qui a eu lieu dans les rues de Lyon. La deuxième affaire, elle date de juin 2024. C'est aussi une agression commise sur 2 jeunes femmes qui sont allées au Groupama Stadium, le stade de l'OL, pour assister à une retransmission d'un match OL Paris. Ces 2 jeunes femmes vont tomber sur un individu et son frère qui ne vont pas apprécier le fait qu'elles soient là et surtout qui vont pendant 10 minutes commettre des brimades, des gestes déplacés, des insultes et même laisser entendre qu'il faut arracher le voile de l'une des jeunes filles. Et surtout, au moment de la célébration d'un but de l'OL, un des individus va en profiter pour se mettre à côté des 2 jeunes femmes et leur asséner de violents coups de coude en pleine tête et commettre donc des violences extrêmement graves, d'autant plus graves qu'elles ont été précédées d'insultes, de sous-entendus racistes, etc. Les 2 jeunes femmes vont être extrêmement choquées de ce qui s'est passé. Heureusement, l'identité de celui qui a mis les coups de coude va être tout de suite relevée et elles vont déposer plainte. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement grave dans cette affaire, c'est que le parquet de Lyon, alors qu'il y avait des témoins, alors qu'il y avait les plaintes des 2 jeunes femmes, et surtout alors qu'il y a une vidéo dont une partie a circulé sur les réseaux sociaux, qui expose les violences qui ont eu lieu et les brimades qui ont précédé ces violences, dont un geste qui ressemble fortement à un salut nazi. Eh bien, alors qu'on a tous ces éléments à la procédure, et c'est assez rare dans les cas de violence d'avoir tous ces éléments, le parquet ne va pas poursuivre l'entièreté des délits qu'on constate sur la vidéo. La plainte d'une des jeunes femmes ne va pas être poursuivie et le complice de l'agresseur ne va pas être poursuivi non plus. C'est extrêmement étonnant. Si bien que, alors que l'affaire aurait dû être jugée en décembre, on a demandé le renvoi de l'affaire pour qu'on puisse en quelque sorte faire le travail du parquet et faire citer nous-mêmes les prévenus pour l'ensemble de leurs actes dans une audience qui aura lieu en 2025. Heureusement, le tribunal a compris l'importance pour nous que ces délits soient entièrement réprimés et donc on a obtenu gain de cause sur ce renvoi, affaire à suivre donc en 2025. Dernière affaire dont je voulais vous parler, c'est plus un engagement puisque je n'interviens pas cette fois-ci en tant qu'avocat, mais plus en tant que citoyen. Ça se passe en juillet 2024. Je suis Villeurbanais et j'apprends que le club de basket de ma ville de Villeurbanne, l'Asvel, dont le président est Tony Parker, a l'intention d'aller jouer en Israël en septembre 2024 pour participer à un espèce de tournoi organisé sur le tas, qui serait le premier tournoi de sport professionnel organisé en Israël depuis octobre 2023.
parce que depuis voilà, les attaques du Hamas et les bombardements israéliens sur Gaza, il n'y a pas d'événement sportif en Israël qui s'est tenu. Je suis extrêmement choqué de cette nouvelle parce que je connais évidemment les massacres qui sont commis à Gaza quotidiennement, les crimes de guerre. Je me dis, mais comment est-ce que le club de basket de ma ville peut s'associer à une démarche de normalisation de l'État d'Israël, du gouvernement israélien, en allant participer à un tournoi de basket, comme si de rien n'était, alors que à quelques dizaines de kilomètres de là, Israël commet des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, et même un génocide. Je lance un appel sur les réseaux et avec quelques militants volontaires, on se lance dans une campagne pour alerter les citoyens et puis pour demander à l'ASVEL de se retirer de ce tournoi. On y travaille tout l'été, on débarque avec quelques dizaines ou quelques centaines de signatures à la base sur notre pétition, mais rapidement cette pétition a prise, rapidement l'affaire prend de l'ampleur. On obtient des articles dans les journaux, etc., qui nous permettent de dénoncer le projet de tournoi. Et en fin août 2024, là, on obtient gain de cause, puisque l'ASVEL déclare qu'elle ne participera pas au tournoi. Donc je vous avoue que c'est une grande fierté pour moi d'avoir participé à cette campagne et au fait que le nom de ma ville ne soit pas associé aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre que commet actuellement Israël à Gaza et en Palestine. Alors avec le recul, on a eu d'autant plus raison de mener cette campagne parce que quelques mois après, des mandats d'arrêt internationaux vont être lancés par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien Netanyahou, contre son ministre de la Défense. Donc imaginez si le club était allé jouer en Israël alors qu'il y a des accusations graves de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui sont portées à l'encontre de l'État israélien. C'est une campagne qui était importante aussi parce que souvent, on s'indigne de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les informations, mais on se dit qu'on est un peu impuissant. Et bien dans ce cas-là, il faut chercher à se rassembler, il faut chercher à mener des combats stratégiques, à obtenir des victoires stratégiques. Il ne faut pas se laisser enfermer dans une forme de défaitisme. Avec cette campagne assez rapide, de 1 mois en été, pendant les vacances des uns et des autres, on a pu agir, on a pu faire quelque chose de concret, empêcher Tony Parker d'aller faire jouer l'ASVEL en Israël, de se rendre complice de ce qui se passe là-bas, alors qu'on partait de rien. On partait de rien et on a réussi à sensibiliser les gens à notre cause parce que tout simplement la cause est juste. Et donc il ne faut pas rester à se sentir impuissant, il faut se rassembler, il faut réfléchir à quel combat on peut mener, quel combat on peut gagner et se mettre au travail. En 2025, je vais essayer, avec d'autres citoyens engagés, de mener d'autres campagnes de ce type sur la question de la Palestine qui me tient beaucoup à cœur. Voilà pour les 3 affaires dont je voulais vous parler qui m'ont marqué en 2024. Et vous pouvez voir qu'il y a un fil rouge entre ces 3 affaires. C'est une forme de violence inspirée par les idées de l'extrême droite, des violences à caractère raciste, que ce soit dans la première agression qui est extrêmement marquée par ce racisme parce qu'on a affaire à des militants qui passent leur temps à semer la haine, à semer la division entre les citoyens, à essayer d'inspirer une espèce de guerre civile raciale et qui se baladent le soir ou la nuit avec des couteaux, prêts à en découdre avec des gens qu'ils ne connaissent pas, uniquement sur la base de leur couleur de peau, ou dans le cas un peu plus ambigu de la deuxième affaire, où on n'a pas affaire, à ma connaissance, à des militants, mais on a des gens qui sont remplis de préjugés et qui s'en prennent à 2 jeunes femmes
d'origine maghrébine, dont l'une porte un voile, qui veulent lui arracher son voile, et qui sont prêts à commettre des violences, là encore extrêmement graves, en plein match de foot, parce qu'ils considèrent qu'elles n'ont pas à être là. Dans la dernière affaire, on parle bien sûr des violences, plus que ça, des massacres qui ont lieu en Palestine, et qui sont à l'origine commises par une idéologie raciste, colonialiste, et qui vise à déshumaniser les Palestiniens. On se souvient du ministre de la Défense qui parlait d'animaux humains. Il y a eu tout un tas d'autres déclarations qui montrent qu'on cherche à éradiquer le peuple palestinien parce qu'on considère qu'ils n'ont pas à être là, bien que ce soit leur terre. Pour conclure cette vidéo, je voulais faire un lien qui me paraît évident avec l'actualité et la montée en puissance de l'extrême droite un peu partout en Occident. Que ce soit en France, où on a vu au moment des hommages à Jean-Marie Le Pen que ses idées étaient extrêmement banalisées, que ses prises de position racistes, antisémites, étaient relativisées et étaient considérées comme des opinions banales, ou que ce soit aux États-Unis avec l'accession au pouvoir de Donald Trump, de son allié Elon Musk, qui masque à peine ses opinions antisémites, racistes, etc., qui aide les mouvements d'extrême droite, notamment en Europe. Dans les deux cas, on constate une banalisation de ces idées, et ce que je voudrais rappeler, c'est que les idées racistes ne sont pas des opinions comme les autres. Ce sont des idées, des manières de penser qui déshumanisent une partie de la population et qui donc inévitablement conduisent à la violence. Et c'est ce que montrent les affaires dont je vous ai parlé tout au long de cette vidéo. Alors face à cette montée en puissance inquiétante de l'extrême droite, je pense qu'il ne faut pas avoir une attitude de résignation, mais plutôt avoir une attitude combative. C'est pourquoi sur cette chaîne, on va essayer de déjouer les pièges de l'extrême droite, de produire un autre discours opposé à la guerre des civilisations, basé sur des principes universels, sur l'humanisme, sur les libertés, en s'appuyant sur mon expertise en tant qu'avocat. Si vous êtes d'accord avec le projet de la chaîne en 2025, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, voire même à me suggérer un thème en commentaire sur lequel vous voudriez que j'intervienne. Merci à tous et à très bientôt.